One Piece. C'est l'aventure incroyable de Monkey D. Luffy et de ses amis qui nous est contée depuis maintenant plus de 27 ans. Je serais prêt à mettre ma main à couper que la plupart d'entre vous n'étaient même pas encore nés lorsque Eiichiro Oda a partagé pour la première fois ce qui était à l'époque une banale histoire de pirate. Moi non plus d'ailleurs, j'étais pas encore de la partie. Mais vous savez ce qui est incroyable ? C'est que malgré ça, on se retrouve des décennies plus tard, vous et moi, et on attend tous la même chose. Et quand je dis tous, c'est vraiment tous. Le monde entier retient son souffle pour ce qui s'annonce être la plus grande révélation pop culture de l'histoire. Le monde entier retient son souffle pour connaître la fin de One Piece. Quel est ce grand trésor que tout le monde cherche ? La volonté du Di, le siècle oublié, les armes antiques, Joy Boy, Imu, Rox d'Ishebek, Barbe Noire ou encore le vrai rêve de Luffy ? Ce sont tout autant de mystères qu'il nous reste encore à découvrir. En réalité, personne mis à part Eiichiro Oda et quelques rares élus connaissent les réponses à toutes ces questions. Les théories sur le sujet sont littéralement partout sur internet, c'est pourquoi, aujourd'hui, j'ai décidé de faire quelque chose qui, à ma grande surprise, n'a jamais été fait avant. J'ai décidé d'aller à la rencontre de la personne la plus intelligente du monde et de lui demander quelque chose d'extrêmement simple. Selon toi, quelle sera la fin de One Piece ? ChatGPT, on peut le voir comme un robot qui n'a pas plus d'émotion qu'un ordinateur. Et bien malgré ça, figurez-vous qu'à cette question très simple, il m'a donné la plus belle des réponses et m'a raconté la plus grande fin de tous les temps. Entre trahison, rebondissement, sacrifice et émotion, j'espère que vous êtes prêts les gars, car je vais vous raconter la fin du plus grand des mangas. Juste avant de se lancer, n'oublie pas de laisser ton petit pouce bleu, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être sûr de ne pas manquer les prochains bangers qui arriveront très très vite. Bon, je crois qu'on est bon là. Du coup, c'est parti. L'île des géants Elbaf marqua un tournant majeur dans l'aventure des Mugiwara. Ce fut la dernière île de découverte sur les terres d'un peuple millénaire avec des paysages inimaginables et des technologies encore inconnues. Mais c'est surtout ici que la vision du monde de l'équipage au chapeau de paille a complètement changé. Sur place, ils finirent par comprendre que leur rôle était bien plus grand que ce qu'ils avaient imaginé. La grande bibliothèque d'Ohara a été transférée au cœur d'Elbaf, et son savoir y est précieusement gardé par celui qui sacrifia tout le jour d'un Buster Call tragique, j'ai nommé Aguar Di Saul. Les retrouvailles entre Saul et Robin furent pleines d'émotions, mais aussi très brèves, car malheureusement, Saul les attendait pour toute autre chose. Après avoir félicité Robin d'avoir survécu seul durant toutes ces années, il emmena les Mugiwara au cœur de la bibliothèque et leur dit ceci. « Merci d'avoir veillé sur Robin à ma place. J'imagine que le voyage jusqu'au pays des géants ne fut pas de tout repos. Mais maintenant, mes petits amis, laissez-moi vous raconter une partie de l'histoire que ce monde souhaiterait que l'on oublie. » Là, Saul leur révéla tout ce qu'il avait appris des recherches d'Ohara. Il leur dit qu'il y a 900 ans, le monde connut une guerre sans précédent qui opposa 20 royaumes contre un seul, appelé l'Ancien Royaume. L'Ancien Royaume put tenir tête aux 20 autres pays car il possédait les armes antiques. Poséidon, qui était une sirène qui pouvait contrôler les rois des mers, Pluton, un samouraï de Wano Kuni qui pouvait contrôler un navire géant, et enfin Uranus, un membre de la tribu des Lunariens qui pouvait contrôler un vaisseau volant. Cependant, Uranus trahit les siens, et c'est cela qui fit basculer la guerre. Saul révéla aussi que le savoir d'Ohara était incomplet, car il décrivait une guerre qui a duré 100 ans, mais sans jamais donner la cause de cette tragédie. Et il ne s'arrêta pas là, car il révéla aussi que selon les croyances des géants, seul le dieu soleil Nika est en mesure de libérer le monde, mais ils ne savent ni pourquoi, ni comment. Durant son récit, Saul vit rapidement que Luffy n'était pas forcément très intéressé par son histoire. Il ria et s'adressa donc directement à lui. Il dit « Le dieu soleil Nika est exactement comme je l'imaginais, libre et insouciant. » Ensuite, Saul regarda le chapeau de paille de Luffy et ajouta d'un ton beaucoup plus grave. « Ton rêve de trouver le One Piece, n'est-ce pas ? Écoute, je ne saurais t'expliquer pourquoi, mais l'histoire que je viens de vous conter est liée d'une manière ou d'une autre à ce trésor que vous cherchez tous. C'est pourquoi je peux te dire ceci. Ton équipage et toi avez sûrement dû faire bon nombre de sacrifices pour en arriver là. Mais ce n'est que maintenant que vos vrais ennemis vont émerger. Alors dis-moi, Luffy, qu'es-tu prêt à perdre pour réaliser ce rêve ? » Luffy se leva
et répondit en replaçant son chapeau. « Tu sais, Saul, mon rêve final n'a jamais été de trouver le One Piece. Moi, mon rêve, ça a toujours été de... Et ça, c'est un tout petit peu mieux que juste trouver le One Piece. » Saul resta sans voix. Et après quelques secondes de silence, il dit « J'ai cru comprendre que sur l'île, vous avez pu rencontrer Yassan, l'ancien membre de l'équipage de Roger. Mais à l'heure où l'on parle, il a déjà dû reprendre la mer pour échapper à ces maudits chevaliers divins. » Puis, il donna à Luffy un crâne de bouquetin et une vivre-carde qui pointait vers le large en lui disant « Placez ce crâne sur la proue de votre navire et suivez cette vivre-carde jusqu'au bout du monde s'il le faut. Là-bas, vous trouverez la dernière pièce qui vous manque pour révéler la route de Loftel. » L'équipage quitta donc l'île des géants et naviguèrent durant des jours et des jours en gardant en tête les derniers mots de Saul. Finalement, ils arrivèrent devant un épais brouillard où se dessinait la silhouette sombre d'un navire. Ce dernier était entouré d'un tourbillon rempli de bateaux qui avaient tous coulé. Mais étrangement, lorsque le Sunny s'approcha, l'eau devint calme, sans pour autant que le brouillard ne s'estompe. Ça y est, ils ne le savaient pas encore, mais les Mugiwara venaient d'attraper un homme insaisissable, naviguant à bord d'un bateau tout noir. Les Mugiwara venaient d'attraper l'homme à la marque de feu. Cet homme, c'était en réalité Scooper Gaban, naviguant seul sur le bateau du roi des pirates, l'Oro Jackson, qu'il avait sobrement repeint en noir pour ne pas attirer l'attention. Il s'approcha et dit calmement « Cette chose que vous avez sur la proue de votre navire me confirme que c'est un vieil ami qui vous envoie vers moi. Sans ça, vous seriez déjà tous au fond de l'océan. » Vous l'aurez compris, ce crâne de bouquetin que Saul leur a dit de mettre sur la proue de leur navire était en réalité un signal pour dire à Scooper Gaban de ne pas les couler. Scooper Gaban les invita donc à monter sur l'Oro Jackson et leur révéla ceci. « Nous sommes arrivés trop tôt. Les armes antiques n'étaient pas prêtes, et le monde non plus apparemment. Cependant, les jours du capitaine étaient comptés. Il pensa donc à un plan. Il décida de se rendre à la marine lui-même et de dissoudre l'équipage du roi des pirates. Mais avant de partir, le capitaine donna une mission à chacun de nous. Lui, il allait se charger de faire trembler le monde en lançant la plus grande vague de piraterie de tous les temps. Shanks a bien grandi depuis, mais je me rappelle que lorsque Roger lui confia sa mission, il ne put retenir ses larmes face au poids qu'il avait maintenant sur les épaules. Roger lui confia la lourde responsabilité de s'emparer du seul fruit du démon qui fait trembler le gouvernement mondial, et de le léguer à celui qui réussira là où nous tous avons échoué. Mais bien évidemment, en s'assurant aussi de donner à ce successeur, d'une manière ou d'une autre, une raison de prendre la mer. Crocus, notre médecin de bord, reçut pour mission de garder l'entrée de Grand Line au Cap des Jumeaux. J'ai eu l'occasion de lui rendre visite il y a peu d'ailleurs, et au vu du Jolly Roger peint sur la baleine géante qui lui tient compagnie, j'ai comme l'impression que vous aussi vous l'avez croisé. Rayleigh, lui, avait pour mission de vous permettre d'atteindre le nouveau monde en sécurité, mais avant tout, il avait pour mission de s'assurer que vous auriez ce qu'il faut pour y survivre. Enfin, comme vous pouvez vous en douter, j'ai hérité de la responsabilité de m'emparer du dernier ode poneglyphe qui se trouvait jadis sur l'île des Hommes-Poissons, car sinon le gouvernement aurait mis la main dessus pour empêcher quiconque de le trouver et donc d'atteindre Loftel. Ensuite, Scooper Gaban les laissa faire une copie du dernier ode poneglyphe et Luffy était donc maintenant en possession d'une copie des 4 pierres rouges. Grâce à Robin, les Mugiwara connaissaient maintenant la position de la dernière île, Loftel. Même si, lorsqu'elle lisait les pierres, Robin semblait pensive. Au moment où ils allaient faire leurs adieux à l'homme à la marque de feu et qu'ils allaient se mettre en route pour Loftel, les Mugi virent la flotte de la Cross Guild avec Baggy, Mihawk et Crocodile débarquer, ainsi qu'une partie de la flotte de l'empereur Barbe Noire menée par Shiryu, car eux aussi étaient venus prendre le dernier ode poneglyphe. Mais ce n'est pas tout, car une autre marée de navires fit son apparition au loin. C'était littéralement toutes les forces de la marine, avec tous les amiraux et l'amiral en chef Akainu à leur tête. Bien évidemment, il y avait aussi toutes les forces du gouvernement mondial, dont les 5 doyens et les chevaliers divins. Les navires gouvernementaux étaient à perte de vue. Tout le monde avait conscience que ce qui se jouait à ce moment précis allait décider de qui serait le prochain roi des pirates. Encerclés, les Mugiwara étaient dans une position plus que délicate. Malgré toute la puissance qu'ils avaient acquise durant tout leur voyage, aujourd'hui, ils ne pouvaient tout simplement pas faire face à tous ces ennemis en même temps. Et ils en avaient bien conscience, mais ils étaient arrivés bien trop loin, ils étaient bien trop près du but pour abandonner et faire machine arrière maintenant. Ils se regardèrent donc tous en souriant, sachant ce qui les attendait,
Et avant de livrer leur dernière bataille, Luffy dit « Brook, chante-moi cette chanson que j'aime tant, mon ami. » Et alors qu'ils étaient prêts à se jeter corps et âme dans cette bataille perdue d'avance, l'équipage au chapeau de paille fit ce qu'ils savent faire de mieux en réalité. Faire déjouer le destin. Dans leur dos, un navire apparaît, avec à sa tête une jeune femme, qu'ils connaissent mieux que quiconque, car elle fait partie, elle aussi, de ce formidable équipage. À la fois princesse, mais aussi stratège, elle savait que ses compagnons auraient besoin d'aide dans la dernière ligne droite. Donc, évidemment, elle ne vint pas seule. Un deuxième bateau fit son apparition, puis 3, 4, une dizaine, et bientôt plusieurs centaines, avec à leur bord tous les alliés que Luffy et son équipage se sont fait durant leur voyage. Ils sont tous là, du plus petit au plus grand, du plus récent au plus ancien, du plus sérieux au plus atypique. Tous ont répondu à l'appel de la princesse Vivi pour aider celui qui un jour bouleversa leur vie à aujourd'hui bouleverser le monde. Après un combat épique entre toutes les forces en présence, Luffy et son équipage, avec Vivi, réussirent à se frayer un chemin grâce à tous leurs alliés et se dirigèrent donc vers leur destination finale. Arrivés aux coordonnées indiquées, l'équipage était dubitatif. Ils étaient au milieu de l'océan et aucune parcelle de terre n'était visible à l'horizon. Ils se tournèrent vers Robin, mais elle ne leur laissa pas l'occasion de la questionner et dit simplement « Nous sommes arrivés ». Vous vous souvenez, avant de se faire attaquer, je vous avais dit que Robin avait un comportement bizarre. Grâce à Robin, les Mugiwara connaissaient maintenant la position de la dernière île, Loftel. Même si, lorsqu'elle lisait les pierres, Robin semblait pensive. Bah, ça venait pas de nulle part. Robin leur révéla ce qu'elle avait appris des road poneglyphes et leur dit « Comme le vieux Vegapunk nous l'a révélé plus tôt, le monde fut submergé il y a de ça 800 ans. Le niveau de la mer n'a fait qu'augmenter depuis, et donc, si ce que j'ai lu est vrai, le royaume oublié se trouve ici, à 10 000 mètres sous nos pieds, au fond de l'océan. » Tout l'équipage était sous le choc. Comment allait-il faire? Était-il arrivé jusque-là pour rien? Franky souria et s'exclama. « Dites, vous saviez que mon rêve, c'était que mon navire puisse faire le tour du monde ?» Il se dirigea vers les cabines du Sunny, et d'un coup, une bulle se déploya autour du navire. Évidemment, il avait demandé au frère de Tom, vous savez, celui qui avait enduit leur navire sur l'île des Hommes Poissons, il lui avait demandé de lui expliquer comment on fait. Et évidemment, sur son temps libre, Franky, lui, il s'est amusé à créer un système de déploiement de bulles automatique. Ça y est, les Mugi étaient de retour dans la course. Ils commencèrent donc leur descente et finirent par arriver à bon port. Ça y est, l'équipage au chapeau de paille venait enfin de poser le pied sur la dernière île, Loftel. Mais ils ne sont pas les seuls. Là se tient un homme, Shanks. Lui qui a joué un rôle mystérieux tout au long de leur aventure, il est là. Et il les attend sur le rivage. La tension est à son maximum, car nous-mêmes, on commence à douter. Shanks, est-il un allié ou un ennemi au final? Il s'avance et dit « Luffy, ça fait un bail. Depuis le premier jour, je savais qu'on allait se retrouver ici. Car depuis le premier jour, tu es destiné à trouver le One Piece. Et donc tu te doutes sûrement de pourquoi je suis là, n'est-ce pas ?» Un silence s'installa, et avec lui, une tension insoutenable. Luffy s'avança aussi, et répondit « Shanks, je vais le faire.
il continua en disant « Mon rêve est toujours intact. Je vais le faire, ce banquet gigantesque, avec le monde entier autour de ma table. On rira et on mangera tous jusqu'à n'en plus pouvoir. Personne ne sera mis de côté, car à ma grande fête, je serai libre. Libre de faire ce que je veux. » Shanks souria et toute la tension disparut. Mais il avertit aussi qu'il y aura un prix à payer pour ça, et qu'il était là pour s'assurer que Luffy est prêt à porter le poids de la découverte qui l'attendait. Mais Luffy était surpris de voir Shanks seul. Il lui demanda donc où étaient Ben Beckman et le reste de son équipage, ce à quoi Shanks répondit simplement qu'il leur avait donné une autre mission. Tout le monde entra au cœur de l'ancien royaume, et ils étaient tous bouche bée devant l'immensité et la splendeur de cette cité qui n'avait d'ancienne que le nom. Il ne fait aucun doute que le peuple qui résidait autrefois ici avait des milliers d'années d'avance sur son temps. Le spectacle était tout simplement à couper le souffle. Même Shanks resta sans voix, car tout ce qui se trouvait ici semblait venir d'un futur si lointain. Il y avait de l'or à perte de vue, comme si toutes les richesses de ce monde avaient été rassemblées ici. Mais au milieu de tous ces joyaux, une stèle gigantesque s'élevait vers le ciel. Shanks et Luffy s'avancèrent sans la quitter du regard une seule seconde, comme si la stèle les appelait, et qu'ils savaient qu'ils venaient de poser les yeux sur la chose la plus importante de la cité. Ils l'avaient enfin atteint. Le trésor que tout le monde convoite, il était là, juste devant eux. Le One Piece. Le One Piece se révèle enfin, et c'est en réalité un gigantesque artefact. Un enregistrement se déclencha automatiquement, et un homme se mit à parler. C'était lui. C'était Joy Boy. Il avait une voix douce et pleine d'entrain, et il raconta à sa drôle de manière l'histoire du royaume oublié et leur rêve de créer un monde sans oppression ni frontières. Ils ne réussirent malheureusement pas à aller au bout de ce rêve, car Uranus, l'une des 3 armes antiques, les a trahis au tout dernier moment. Plutôt que d'essayer de libérer le monde de ses chaînes, il s'est laissé corrompre. Et grâce à cela, les rois des 20 royaumes fondateurs ont pu mettre leur plan à exécution. Leur but était simple, régner sur le monde entier et priver les autres peuples de leur liberté. Pour ce faire, ils décidèrent tout simplement de diviser pour mieux régner. Ils créèrent un continent gigantesque faisant le tour du globe afin de diviser le monde en 4. C'est ainsi que Red Line vit le jour, et c'est donc ainsi que North Blue, East Blue, South Blue et West Blue furent créés. Évidemment, l'apparition soudaine d'un continent aussi gigantesque causa une montée des eaux à l'échelle mondiale, et les habitants de différents pays à travers le monde ont dû quitter leurs foyers inondés. Les seuls endroits qui restaient hors de l'eau étaient les zones les plus en hauteur, et c'est ces zones-là qui constituent aujourd'hui les différentes îles du monde de One Piece. Les peuples étaient donc maintenant séparés par des kilomètres d'océan, et ne pouvaient plus s'allier pour se rebeller. Les 20 rois fondateurs prirent ensuite leurs familles avec eux, et s'installèrent au sommet du monde pour y régner en maîtres tels des dieux, et devinrent les dragons célestes. En réalité, on se rend bien compte que l'histoire que Joy Boy était en train de raconter était profondément triste. Mais ironiquement, d'une manière ou d'une autre, il réussit à la rendre tellement drôle que tout le monde riait. Enfin, il finit son message en disant ceci. « J'ai le cœur meurtri. Pour les quelques moments qu'il me restait à vivre, j'ai rendu visite à mes amis, à tous ces peuples qui m'ont accompagné pour leur dire que j'avais échoué. J'ai vu dans leurs yeux la peine, le désespoir et la peur. Et tandis que j'enregistre ce message, seul, je ne peux retenir mes larmes, car j'imagine toutes les injustices
et toutes les souffrances qui les attendent. Mais vous savez quoi? Ce monde est bien trop triste et bien trop cruel pour qu'on s'apitoie sur notre sort. Ils ont eu foi en moi, donc bien évidemment, je n'ai rien montré de tout ça. Je leur ai dit tout ce que je pensais au plus profond de mon être. Oui, le monde va sombrer dans les ténèbres, et il faudra être fort. Mais sachez qu'aucune nuit n'est éternelle, car quoi qu'il arrive, un rayon de soleil finira toujours par percer l'obscurité. Le jour viendra où quelqu'un honorera ma promesse. Jusqu'alors, n'ayez crainte, car parmi vous, je le vois, certains ont déjà hérité de ma volonté. Alors souriez. Je ne mourrai pas aujourd'hui, les amis. Je vivrai éternellement. Faites vivre ma volonté. La volonté du dit. Et faites que ce monde connaisse un jour une aube nouvelle. C'était donc ce jour-là, à ce moment précis, que la volonté du dit vit le jour. En réalité, dans l'assemblée, tout le monde était ému. Mais Joy Boy l'avait remarqué. Seule une poignée de personnes avaient compris qu'il devait faire perdurer sa volonté. L'aube se disant dawn en anglais, ces quelques personnes ont donc décidé d'intégrer la première lettre de ce mot à leur nom, ce qui donna naissance à la particule dit représentant d'une volonté indéfectible de voir un jour une aube nouvelle se lever sur le monde. Une fois le message de Joy Boy terminé, Robin put lire les explications qui se trouvaient sur la stèle. Elle expliqua que pour créer ce monde-là, avant de disparaître, l'ancien royaume créa le One Piece, une arme ultime capable de détruire Red Line et de réunir les océans pour créer à nouveau All Blue. Mais afin de pouvoir utiliser cette arme, il faut d'abord la transporter jusqu'à Red Line, et ça, seules les armes antiques peuvent le faire. Poséidon sert à remonter le One Piece à la surface grâce au roi des mers, Pluton sert à le tracter jusqu'à Red Line grâce aux navires géants, et Uranus permet de le faire voler au-dessus de Red Line grâce aux vaisseaux volants afin de le détruire par les airs. Ensuite, il faudra activer cette arme. Cependant, utiliser une telle puissance aura un prix. Cela entraînera un bouleversement mondial. Détruire le seul continent de la planète entraînera forcément des tsunamis sans précédent, des inondations et donc des pertes potentielles pour de nombreuses vies innocentes. Luffy devra donc choisir, utiliser ce pouvoir pour changer le monde, ou alors laisser les choses en l'état. Alors que Luffy hésite, Shanks révèle une vérité déchirante. Il a lui-même renoncé à poursuivre le One Piece parce qu'il savait que ce pouvoir ne peut être activé qu'au prix d'un sacrifice ultime. Des innocents mourront pour sûr. Mais surtout, ce n'est pas n'importe qui peut utiliser cette arme. Elle a été créée pour être alimentée seulement par le porteur du pouvoir du dieu soleil Nika, afin que personne d'autre de mal intentionné ne puisse l'utiliser. Le porteur du pouvoir doit se lier à l'arme pour lui fournir l'énergie nécessaire à son fonctionnement. Mais malheureusement, cela entraînera, à la toute fin, sa mort. Et à l'instant où Shanks finit ses explications, il se fit transpercer le cœur. Et celui qui porta ce coup mortel n'était nul autre que Roronoa Zoro. Tout le monde était sous le choc. Et nous, à ce moment-là, on commence à se poser une tonne de questions. Pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi a-t-il décidé de trahir ses amis? Depuis quand a-t-il décidé de leur mettre à l'envers? Et c'est même pire que ça. A-t-il déjà été de leur côté au final? Lui, l'ancien chasseur de pirates? Toutes ces questions, elles sont légitimes en réalité, après ce qui vient de se passer. Mais Luffy, lui, malgré le choc, il ne doutait pas.
Et il avait raison. L'instant d'après, un deuxième Zoro apparut et attaqua le premier. Et au moment où il allait lui trancher la tête, l'épée légendaire de Mihawk arrêta sa lame. Mais celui qui portait cette épée, ce n'était pas Mihawk, mais bel et bien Shiryu de la pluie, le commandant de la deuxième flotte de Barbe Noire. Attends, il y a deux Roronoa Zoro et Shiryu qui protège l'un d'eux. Et là, un rire familier retentit. Et le Zoro qui a poignardé Shanks se transforma et révéla enfin son vrai visage. Vous l'aurez compris, c'était Marshall D. Teach. Bon, là, il vient de se passer beaucoup trop de dingueries en une seule fois, et je suis pas sûr que tout soit clair. Ok, donc on va se faire un petit recap. Vous vous rappelez lorsque les Mugiwara ont récupéré le dernier Road Poneglyph. Ensuite, ils se sont fait cerner par la marine, et aussi d'autres pirates. Et parmi ces pirates, on avait dit ceci. Au moment où ils allaient faire leurs adieux à l'homme à la marque de feu, et qu'ils allaient se mettre en route pour Loftel, les Mugi virent la flotte de la Cross Guild avec Baggy, Mihawk et Crocodile débarquer, ainsi qu'une partie de la flotte de l'empereur Barbe Noire menée par Shiryu, car eux aussi étaient venus prendre le dernier Road Poneglyph. Donc après que les Mugiwara se soient frayé un chemin à travers cette guerre infernale, et après qu'ils se soient dirigés vers Loftel, les affrontements, eux, ont continué. Et durant ces affrontements, Shiryu est venu à bout de Mihawk, et lui a volé son sabre légendaire, le Yoru. C'était donc techniquement le nouveau meilleur épéiste du monde. Pendant ce temps, Kuzan s'est retourné contre eux, en révélant qu'il était en réalité un infiltré, mais grâce à Barbe Noire qui a débarqué au beau milieu de la bataille, son équipage a pu s'en sortir. Ils dérobèrent à Skopper-Gaban une copie du dernier Road Poneglyph, et se sont tous ensuite dirigés vers Loftel. Arrivés sur Loftel, ils savaient que Shanks était une menace bien trop grande, et qu'ils devaient le mettre hors d'état de nuire le plus rapidement possible. Pour déjouer sa vigilance et sa rapidité, Barbe Noire demanda à Katarina Devon d'utiliser l'éveil de son fruit pour modifier son apparence et se transformer en Zoro. Mais comme le temps de réaction de Shanks est quand même beaucoup trop élevé, il décida de demander à Shiryu de le rendre en plus invisible. À cause de ça, Shanks eut une milliseconde de doute lorsqu'il vit le visage de Zoro. Et il n'en fallut pas plus pour le poignarder. Enfin, Shiryu utilisa son fruit pour se camoufler lui-même et sauver son capitaine au dernier moment avec sa toute nouvelle arme. Ce qui nous ramène du coup à cette scène où maintenant Shanks est aux portes de la mort et l'équipage de Barbe Noire fait face à l'équipage au chapeau de paille. Pour la bataille finale qui décidera de qui s'emparera du One Piece, on a donc Chopper contre Doc Yu, Nami contre Katarina Devon, Franky contre Alvaro Pizarro, Robin contre Vasco Shot, Brook et Vivi contre Lafitte, Jinbe contre San Juan Wolf, Usopp contre Van Augur, Sanji contre Jesus Burgess, Roronoa Zoro contre le nouveau meilleur épéiste du monde, Shiryu, et enfin Monkey D. Luffy contre Marshall D. Teach. Une bataille titanesque éclata entre les deux équipages. Et finalement, après une lutte acharnée, chaque membre de l'équipage au chapeau de paille réussit à triompher. Ils avaient tous souffert pour venir à bout de leurs adversaires. Et malheureusement, certains y ont laissé des plumes. Katarina Devon infligea une énorme blessure à Nami au niveau de sa poitrine, qui lui laissera probablement une cicatrice à vie. Tandis que Zoro, lui, dut payer le prix fort en arrachant la victoire et le titre de meilleur épéiste du monde à Shiryu. Il gagna ce duel au sommet, mais perdit par la même occasion son bras gauche. Chopper prodigua à tous les blessés les premiers soins, et pendant que tout le monde se remettait, Luffy eut le temps de réfléchir. Fidèle à sa vision de la liberté, Luffy décida malgré tout d'activer l'arme. Vous vous rappelez, Shanks avait dit que son équipage était parti remplir une mission pour lui. Lui qui respirait toujours malgré cette blessure mortelle, il rassembla ses dernières forces pour dire à Luffy que Ben McMahon et les autres allaient très bientôt débarquer ici avec les deux armes antiques, Pluton et Poséidon.
Ils étaient partis les chercher sur le champ de bataille car comme expliqué sur la stèle, seules les armes antiques peuvent déplacer le One Piece jusqu'à Red Line. Du coup l'équipage de Shanks arriva peu de temps après et Luffy dut donc lui faire ses adieux. Shanks prononça alors ces derniers mots. « Luffy, tu n'as pas besoin de me rendre ce chapeau. Mais ça, je pense que tu l'as bien compris. Tu le portes bien mieux que moi de toute façon. Je te laisse la suite, mon ami. » Luffy versa une larme et répondit simplement « Merci pour tout, Shanks. On se revoit très bientôt. » Après ces adieux pleins de tendresse et de sincérité, Shirahoshi, la princesse sirène, comprit rapidement quel était son rôle en tant que Poséidon. Elle ordonna au roi des mers de remonter le One Piece 10 000 mètres au-dessus, c'est-à-dire à la surface. Une fois arrivée, Shirahoshi quitta les Mugiwara. Elle devait se rendre sur l'île des hommes poissons au plus vite et faire remonter tout son peuple à la surface avant que Luffy ne détruise Red Line. Comme l'avait prophétisé Shirley, c'est bien Luffy qui va détruire l'île des hommes poissons en détruisant Red Line, mais ce sera pour leur bien. Le One Piece était maintenant à la surface, mais il fallait le tracter jusqu'à Red Line. Momonosuke comprit à son tour qu'en tant que Pluton, il devait utiliser le bateau légendaire pour tracter le One Piece. Et c'est ce qu'il fit jusqu'à qu'ils arrivent à destination. Le voilà, le dernier obstacle. Red Line. Mais évidemment, Imu n'allait pas les laisser faire sans broncher. Évidemment qu'elle était venue en découdre. Elle invoqua les 5 doyens à ses côtés, et pour mettre toutes ses chances de son côté, elle avait ramené avec elle l'arme volante Uranus. Et c'est ce dernier point qui lui coûtera extrêmement cher. Car oui, si vous ne l'aviez pas encore compris, Uranus, le lunarien qui a trahi Joy Boy à l'époque, c'était Imu. Et ça, on aurait pu s'en rendre compte avant en vrai. Les 2 seules personnes qui ont les yeux rouges et qui cachent leur apparence, c'est King et Imu. Mais d'ailleurs, jusqu'à présent, on a vu la marine se battre, les pirates se battre, et le gouvernement mondial avait ses plus grands représentants, juste ici. Donc tous les camps avaient participé à la grande fête. Enfin, tous, sauf un. D'un coup, le château de Marijoa, au sommet de Red Line, prit feu. Et Sabo sortit des flammes. Monkey D. Dragon fit enfin son apparition et s'adressa directement à Imu. Tu as fait 2 erreurs qui te coûteront tout. La première erreur, c'est que tu t'es montré au grand jour, et c'est tout ce que j'attendais pour te détruire. Ta deuxième erreur me prouve bien que tu as bien trop confiance en toi. Au lieu de cacher Uranus, tu nous l'as ramené sur un plateau d'argent, donc pour ça, je te remercie. Les révolutionnaires et les Mugiwara entrèrent ensuite dans un affrontement avec Imu et les 5 doyens. Pendant ce temps, Lilith, le dernier Vegapunk, réussit à prendre le contrôle de Uranus grâce à une technologie qu'il avait inventée spécialement pour ça. Avec Uranus de son côté, Lilith alla chercher le One Piece et le ramena au-dessus de Red Line. Tout était donc prêt. Il ne manquait maintenant plus que Luffy. Dragon, dans un affrontement épique, réussit à retenir Imu et Luffy put donc rejoindre le One Piece dans les airs. Et là les gars, au même moment, la grande flotte de Luffy avec tous ses alliés du monde entier venait d'arriver. Et les hommes poissons qui venaient de remonter à la surface aussi. Ils étaient tous à temps pour assister au grand final. Grâce aux fruits du dieu Soleil Nika, Luffy fournit l'énergie nécessaire pour faire fonctionner le One Piece. Et à ce moment, il s'écria « Ne pensez plus jamais pouvoir décider à la place de quiconque qui peuple ces océans. Vous n'êtes rien ni personne. Retenez chaque visage que vous voyez ici, et retenez ceci. Chacun d'entre nous peut réaliser ses rêves sous le soleil de notre monde. Chacun d'entre nous a le droit de sourire,
Et chacun d'entre nous a le droit de participer à ma grande fête, s'il le souhaite. Car croyez-le ou non, nous sommes tous libres. Et même vous, avec un peu d'effort, vous auriez pu l'être aussi. Luffy activa le One Piece, et dans une explosion stratosphérique, il fit exploser Red Line en 1000 morceaux, réunissant donc toutes les mers pour n'en former qu'une. All Blue. Ça y est, le monde venait d'être libéré. Tous ceux qui assistèrent à cette scène historique garderont ce moment gravé dans leur mémoire, et surtout dans leur cœur. Mais qu'est-ce qu'une victoire sans fête et sans banquet? Ça ne devrait pas exister. Bah ça tombe vraiment bien. Car les révolutionnaires qui avaient fait un siège sur Marijois, ils avaient du coup des bateaux remplis de vivres qu'ils avaient interceptés, qui étaient destinés aux dragons célestes. Luffy s'empressa donc d'attraper un escargophone et annonça ceci. Les amis, je déclare officiellement le début du plus grand festin de l'histoire. Il prit son verre et le leva. Et tout le monde, sans exception, fit de même. Là, on parle de milliers de personnes, les gars. De toutes origines, de tout âge, de tout camp. Civils, pirates, marines, révolutionnaires, agents du gouvernement, mais pas que. De toute race, hommes-poissons, géants, minx, tontata, longs-bras, longues-jambes, skypiens, chandiens, bilkans. Et là, vous vous dites sûrement, mais attends, je comprends pas. Ils ont pas le temps de fêter ça tout de suite. On nous a dit que la destruction de Red Line allait causer des tsunamis dans le monde entier. Et surtout, la mort de Nika. Vous avez raison. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Et ça, tout le monde l'a bien compris. Luffy le premier d'ailleurs. Et c'est exactement pour ça qu'il s'est empressé de prendre son verre. Il ne but qu'une gorgée et le reposa juste après. Ensuite, il dit le sourire aux lèvres « Merci à tous de m'avoir fait ce cadeau. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de vous demander qu'on fasse une petite pause dans notre super banquet. Je crois qu'il y a encore plus de monde qui aimerait se joindre à nous. Tous les peuples du monde entier nous attendent. Je leur laisse ma place. Moi, je m'en vais dire à mon frère Ace et aussi à Shanks que je l'ai eu au final mon banquet, avec vous tous. J'espère qu'ils ont vu ça. Les dernières paroles de Luffy allèrent vers son équipage, et elles étaient plutôt simples. Sauver les innocents des inondations. Je sais que vous ferez de ce monde un endroit où chacun pourra vivre libre. Une fois que tout ça sera fini, reprenez cette fête. Et faites attention, car je veillerai à ce que tout le monde s'amuse. Mais surtout, mes amis, vivez vos rêves. Car moi, j'ai vécu le mien. Il légua son chapeau à son meilleur ami Usopp, qui ne put retenir ses larmes. Puis, il resta debout, mais ferma les yeux, le sourire aux lèvres. Tout le monde pleura ce jour-là. C'était donc la fin du dernier roi des pirates, l'homme le plus libre de tous les temps. J'ai nommé Monkey D. Luffy. Malgré ses fortes émotions, il restait du boulot. Donc les Mugiwara et tous leurs alliés se mirent en marche pour sauver les populations menacées par les inondations. Bien évidemment, ils ont honoré les dernières volontés de leur capitaine. Et après avoir sauvé tout le monde, le banquet reprit. Après tout ça, l'équipage au chapeau de paille fut dissous à tout jamais par le vice-capitaine Zoro. Et malgré le fait qu'ils se retrouvaient tous ensemble de temps en temps, chaque membre de l'équipage prit un chemin différent.
Zoro habitait maintenant sur Wano avec la princesse Iori. Il avait le titre d'épéiste le plus fort du monde depuis qu'il avait battu Shiryu, et donc, beaucoup de personnes voulaient l'affronter en duel. Mais bien évidemment, personne ne faisait vraiment le poids. Quand il ne combattait pas, il aimait souvent rendre visite à Luffy, pour lui parler comme au bon vieux temps, même s'il était un peu moins bavard maintenant. Maintenant que Redline avait disparu, Nami avait pris le temps de redessiner la nouvelle carte du monde. À côté de ça, elle avait embarqué une tonne de trésors de Loftel et elle les utilisa pour créer plein d'orphelinats à travers le monde, pour recueillir les enfants sans parents. Usopp était maintenant connu comme le sniper le plus précis et l'un des guerriers les plus valeureux des mers. Certaines rumeurs disent même qu'il aurait lui-même battu Imu. Sanji avait enfin trouvé All Blue, donc il reprit le restaurant de Zeff qui avait pris sa retraite. Comme à son habitude, il ne laissait jamais personne mourir de faim. Chopper finit enfin par créer son médicament pouvant guérir toutes les maladies et l'utilisa pour guérir gratuitement tous ceux qui en avaient besoin. En parallèle, il donnait plein de conférences dans tous les hôpitaux du monde entier. Robin redonnera la mémoire au monde en racontant dans ses livres la vraie histoire du siècle oublié, de Ohara et surtout de la grande guerre finale que Monkey D. Luffy et son équipage ont menée pour libérer le monde. Franky, lui, il avait réalisé son rêve avec son bateau, donc il retourna sur Water 7 et aida Iceberg. Ils finirent par réussir leur projet complètement fou pour faire flotter toute une île. Jinbei était maintenant envoyé spécial du gouvernement mondial pour s'assurer que l'égalité des races était respectée partout à travers le monde. Et enfin Brook, il a repris sa carrière de star internationale sous le nom de Soul King. On est maintenant quelques années plus tard, et on voit un jeune garçon portant le chapeau de paille. Il fait face à la mer et ne rêve que d'une seule chose: explorer ce vaste monde. Le rideau se tire enfin sur cette histoire légendaire, tandis qu'une voix, celle de Roger, ou alors peut-être celle de Luffy, dit: les rêves sont comme le temps, rien ne pourra les arrêter. Et il en sera ainsi, tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens au mot liberté. Voilà donc les gars, l'histoire de la fin de One Piece qui nous a été contée par ChatGPT. Bien évidemment, j'ai fait quelques modifications, j'ai romancé un peu le tout pour vous le raconter de la sorte. J'espère que vous avez kiffé les gars. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo les gars, c'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir. Partagez cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne car c'est le début d'une grande aventure ensemble. N'hésitez pas à me laisser en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo. Moi, comme d'hab, je vous lis et je vous réponds. Mais jusqu'alors, je suis out.